Et c'est parti pour le début de notre section sur les scripts systèmes. Donc, on avait vu dans la première partie du cours la programmation. Donc, comment utiliser un langage de programmation. Dans ce cas-ci, on avait utilisé le Python pour être capable de résoudre ou être capable d'attaquer des problèmes de nature numérique. Des problèmes où on avait des données puis qu'il fallait trier, filtrer, être capable de faire des actions sur ces éléments-là. L'autre chose d'un point de vue informatique, puis le principe ici, c'est que ces principes-là de programmation vont un peu vous suivre, puis un peu vous talonner dans toutes les choses que vous allez vouloir faire dans le monde de l'informatique de manière générale, puis particulièrement dans le monde du big data, dans le monde de l'AI. La deuxième chose qui va arriver souvent, ça va être d'avoir accès ou de devoir utiliser un ordinateur qui est spécialisé. Qu'est-ce que je veux dire dans un ordinateur spécialisé? Ça veut dire que c'est un ordinateur qui n'est pas un ordinateur pour la populace générale, là, un ordinateur personnel comme on connaît, là, qu'il y a Windows installé dessus, puis qu'il y a une interface graphique avec une souris, un clavier. Donc, souvent, des ordinateurs qui ont des grandes capacités de calcul vont être des serveurs spécialisés qui ne seront pas nécessairement devant nous. Des fois, on va se connecter à distance à ces ordinateurs-là spécialisés. Puis, il va falloir être capable d'interfacer avec ces ordinateurs-là. Puis, la manière d'être capable de travailler avec ces ordinateurs-là, c'est à travers la ligne de commande. Donc, la ligne de commande, c'est une interface, c'est une manière de donner des instructions à un ordinateur. Ce qu'on faisait, nous autres, c'est en programmation, c'est qu'on avait une série d'instructions qui allait être exécutée comme étant un programme, comme étant un tout. La ligne de commande, c'est un petit peu plus général. C'est disponible dès que l'ordinateur est ouvert. Puis les actions qu'on va prendre vont être plus ponctuelles. Le principe aussi de la ligne de commande, c'est que c'était la seule interface disponible dans l'ancien temps, dans le sens de avant qu'on ait des interfaces graphiques, avant qu'on ait une souris, il fallait être capable de donner des commandes à l'ordinateur. Ben, l'invite de commande allait nous permettre de faire ça. Donc, l'invite de commande, c'est quelque chose qui est disponible sur n'importe quel système d'exploitation. Donc, quand on parle d'un système d'exploitation, c'est le logiciel qui s'allume quand j'allume mon ordinateur. C'est ça qui s'exécute. Donc, aujourd'hui, on a deux, trois systèmes d'exploitation qui sont pas mal pervasifs, là. La majorité des ordinateurs personnels roulent Windows. Donc, c'est le système d'exploitation qui roule sur les PC, sur des laptops. Il existe sur les ordinateurs d'Apple, leur système d'exploitation, c'est macOS, pour Macintosh Operating System. Donc, macOS, c'est qu'est-ce que moi j'utilise. Donc, mes fenêtres là, avec les X qui ne sont pas à la bonne place, c'est un exemple de macOS. Puis, il existe aussi un troisième système d'exploitation qui est Linux. Donc, Linux, c'est un système d'exploitation qui est à source libre. Donc, le principe, c'est que le code du logiciel, là, il est disponible pour tout le monde. Tu peux aller voir de quoi ça a l'air. Donc, quand on parle de Linux, là, tu peux aller sur un site web, là, puis aller voir à l'intérieur c'est quoi le code directement de toutes les instructions qu'il y a à l'intérieur qui fait rouler le système d'exploitation. Donc, c'est disponible à tous, n'importe qui peut y contribuer. Puis, c'est devenu, en fait, le système d'exploitation de choix pour les ordinateurs à haute performance.
OK? Donc, quand on va te donner accès à un méga ordinateur de calcul pour que tu fasses de l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle ou que tu puisses cruncher, OK, tes différents graphiques avec différentes librairies, tu vas avoir accès à un serveur qui roule Linux. Puis, nous, ce qu'on va regarder durant cette partie de session, le restant du cours, ça va être comment interfacer avec ça, puis ultimement, comment faire des scripts qui vont nous permettre d'automatiser des tâches, qui vont nous permettre d'automatiser des choses qu'on veut faire. Fait que pour être capable de travailler avec ça, on va utiliser quelques différentes ressources. Donc, les ressources, je les ai déposées directement sur Leia. Donc, sur Leia, vous avez trois ressources principales. Donc, la première ressource, puis c'est celle qu'on va utiliser à l'intérieur du cours, ça va être le site web qui est linuxcommand.org. Donc, c'est un site web qui va décrire étape par étape comment utiliser ce qu'on appelle le shell de Linux, comment est-ce qu'on va être capable d'utiliser la ligne de commande de Linux. Puis c'est ça qu'on va pas mal parcourir durant le restant du cours. Ce site-là a aussi un livre, okay, qui est en anglais par contre, là, le livre, qui est pas mal les mêmes informations qu'ils ont sur le site, mais juste avec plus de détails, plus d'exemples, plus d'exercices si vous sentez le besoin d'aller explorer plus en profondeur les informations. Le livre est disponible gratuitement. Okay? Donc, le livre aussi, il est libre de source. N'importe qui peut le télécharger, regarder comment il a été fait, même en faire des versions modifiables. Fait que je vous ai directement fourni le livre sur le site sur Leia. Donc, le nom du livre, c'est The Linux Command Line. OK? Puis, donc, TLCL. OK? Le PDF est disponible sur Leia. Si vous aimez mieux des ressources en français, je donne aussi un cours universitaire qui est basé sur ce cours-là. Fait qu'il y a eu des notes de cours qui ont déjà été faites qui sont basées sur le livre. Donc, le cours a d'autres éléments. Là, fait que j'ai juste pris les diapositives des chapitres pertinents que nous, on va couvrir à l'intérieur de ce cours-ci. Puis, je les ai déposés sur Leia aussi. Donc, différentes ressources pour vous aider durant cette deuxième partie de cours qui va travailler sur la ligne de commande de Linux et ultimement les scripts système. Fait que ça, c'est les ressources qu'on va avoir pour nous faire apprendre des choses. La deuxième chose qu'il va falloir regarder, ça va être les ressources qu'on va devoir utiliser de manière fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour être capable de suivre ce cours-ci? Donc, le principe, c'est qu'il faut avoir accès à un invite de commande quelconque. OK? Donc, le principe, c'est qu'il faut avoir accès à un invite de commande dans lequel tu vas pouvoir taper des commandes, puis que la commande va te donner un résultat. Non seulement ça, c'est que puisque la majorité des ordinateurs professionnels, OK, vont avoir un environnement qui est basé sur Linux, il ne faut pas juste avoir un invite de commande, mais il faut avoir un invite de commande qui est basé sur enfin, un logiciel spécial qui s'appelle Bash, qui vient habituellement avec Linux. Donc, pour que vous puissiez travailler dans cette deuxième partie de cours-là, il faut avoir un environnement Bash. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ça? Je vous ai en fait envoyé un MIO avec les instructions à l'intérieur. Il y a deux méthodes si vous utilisez Windows, pour être capable, si vous êtes déjà sur Linux, ben, vous habituellement savez déjà qu'est-ce qui se passe. Si vous êtes sur macOS, le terminal de macOS est déjà basé aussi sur les mêmes instructions. Vous n'avez pas besoin de rajouter rien.
Mais si vous êtes sur Windows, il va falloir aller chercher un environnement qui nous permet de travailler avec ça. Il y a deux. OK. Fait que vous avez déjà une VM avec une distribution de Cloudera, c'est excellent. Donc, sur cette VM-là, vous allez pouvoir faire les mêmes choses, mais si vous ne voulez pas partir la VM à chaque fois, vous allez pouvoir aussi utiliser le Windows Subsystem for Linux. Donc, s'il y a du monde qui utilise des Raspberry Pi aussi, ça roule une version de Linux. Tout ça, c'est pas mal des bonnes choses. Ici, je veux aller parler de WSL. Excusez-moi, Oui. Raspberry Pi dont tu... Ah, ok, j'ai vu, c'est écrit. Ok. On peut l'installer, puis c'est plus rapide que la VMware. Euh, Est-ce que c'est plus rapide? Non, sûrement pas, parce que les Raspberry Pi ne sont pas particulièrement performants. Là. Ok, Mais ça te permet d'avoir quelque chose d'à côté qui est toujours disponible c'est sans bon. trop se casser la tête. Merci. Mais si, fait que si vous n'avez utilisé pas la machine virtuelle de Cloudera, vous pouvez aussi installer un environnement qui est directement disponible à l'intérieur de Windows. En fait, ça fait une micro-machine virtuelle, OK, avec Ubuntu. Puis à l'intérieur, il faut juste ouvrir un PowerShell avec l'administrateur, puis être capable de taper une commande, puis le restant se fait pas mal automatiquement. Donc, c'est rendu quand même bien fait. Les différents liens que je vous démontre en ce moment sont à l'intérieur d'un message que je vous ai envoyé par Mio. Je vais aussi vous le relinker à l'instant même, mais si vous ne le suivez pas à l'instant, les messages, les différents liens sont dans un Mio que je vous ai envoyé. Donc, une fois que cette le WSL est installé, si vous allez avec cette méthode-là, je vous conseille aussi d'aller chercher un deuxième lien. Oh, le lien ne marche plus. Qui est le Windows Terminal. Donc, le Windows Terminal, c'est juste un terminal, comme une application qui me permet de rouler des commandes. OK? Puis lui va être capable de rouler l'environnement de WSL directement. OK? Donc, le principe, c'est qu'une fois que le WSL est installé, tu vas pouvoir l'exécuter, OK, à l'intérieur de ton système. Fait que aujourd'hui, je vais garder une partie pour vous aider là, si vous savez pas trop comment faire ça ou quoi que ce soit. Donc, à la fin de la journée, ce que j'aimerais, c'est que vous ayez quelque part, là, OK, soit dans une machine virtuelle, soit avec WSL, si vous avez un Raspberry Pi à côté, puis que vous avez un environnement qui est capable de rouler une commande comme PWD, peser sur Enter, puis que ça me donne, OK, un résultat. Parfait. Fait que tantôt, on va se donner le temps pour travailler là-dessus. Mais pour l'instant, je vais commencer à parler de c'est quoi. Puis aussi, WSL a besoin souvent de faire un restart là, si vous allez dans cette ligne-là. Donc, on va le faire après la partie magistrale d'aujourd'hui. Fait que on va commencer à se demander qu'est-ce que c'est le terminal, qu'est-ce que c'est le shell, c'est quoi la distinction entre les deux, puis à quoi ça peut me servir. Donc, en tant que, ultimement, informaticien, en tant que quelqu'un qui va utiliser les ordinateurs puis l'informatique comme profession, il va souvent vous arriver d'avoir des tâches qui vont être répétitives ou des tâches administratives ou des tâches de gestion de données qui sont sur l'ordinateur. Pas nécessairement de gestion de données comme d'une problématique, là, mais comme je reçois une série de courriels, puis je vais être capable de trouver c'est quoi les différents courriels qui sont uniques à l'intérieur de 3-4 listes, mettons, des choses de même. Donc, il existe une panoplie de commandes qui va nous permettre
de travailler sur des problématiques administratives. OK? Donc, je veux copier tous les fichiers de ce dossier-là, mais juste ceux qui commencent avec 55 tirets, puis je veux les retrier dans un autre dossier par la suite. Je peux le faire manuellement, là, prendre la petite besogne, puis prendre 2 heures, s'il y a comme 1500 fichiers, là, puis de les transférer un après l'autre si je veux. Mais on va voir que l'invite de commande, le shell, va nous permettre de accélérer ce genre de travail-là facilement. Puis ultimement, on va voir qu'on peut même automatiser certaines parties à l'intérieur de script. Donc ici, le principe, c'est on peut avoir des choses qui semblent complètement ésotériques, là, comme ça ici. Puis, ultimement, ça, ce que ça fait, c'est que ça regarde dans chacun de tes dossiers lesquels qui prennent le plus de place pour être capable de prendre des décisions sur, OK, ben c'est quoi là? C'est comme, c'est des questions réelles, là, de savoir c'est quoi le dossier qui prend le plus de place. C'est une question qui peut se poser, surtout quand tu manques de place sur ton ordinateur. Puis, si tu n'as pas une application spéciale ou si tu n'es pas sur un ordinateur qui roule un environnement graphique, comment est-ce que tu fais pour être capable de gérer ça? Ben, c'est des commandes de la ligne de commande qui vont nous permettre de faire ça. Fait ici, qu'est-ce qui se passe en fait, là, si on va rapidement, puis faites-vous-en pas si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe sur cette ligne-là. Le principe, c'est qu'à la fin du cours, à la fin de cette section de cours-là, vous devriez être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on utilise une commande DU avec des options S pour aller voir toutes les possibilités. DU, c'est pour le disk usage, donc ça me permet de savoir c'est quoi les noms les tailles de mes dossiers. Là, ici, après ça, je prends ces informations-là, puis je les trie en ordre numérique. Puis après ça, je prends le résultat, puis j'envoie ça dans un fichier de texte que je vais pouvoir consulter par la suite. Donc, les différentes commandes vont nous permettre de faire une panoplie d'actions qui vont être très intéressantes à un niveau administratif, à un niveau d'exécution de facilité d'utilisation. Fait que le principe, c'est qu'on a deux termes qu'on va particulièrement interchanger, là, qui va être le shell, puis on va avoir le terminal. Donc, quand on parle de ligne de commande, on va dire, bon, ça ressemble à ça ici, là, où c'est qu'on a du texte, on a des commandes, on rentre les commandes, puis c'est envoyé. Puis à l'intérieur, il y a comme deux différents programmes avec deux noms différents qui sont en train de travailler ensemble. Donc, on a le premier, puis le plus gros, c'est le terminal. Donc, l'application, là, ma fenêtre qui me permet de travailler avec les commandes, c'est ce qu'on appelle le terminal. Donc, tantôt, je vous disais, vous allez télécharger le Windows Terminal. C'est l'application qui me permet de taper sur mon clavier puis qu'il y ait des lettres qui apparaissent. Mais il existe une deuxième application dans cette quand je veux rentrer les commandes, qui va être le programme qui décide c'est quoi les lettres que j'imprime. Quand je travaille sur un élément, quand je marque PWD, comment je fais pour aller chercher une commande spécifique? C'est ce deuxième programme-là, on appelle ça le shell. Donc, le shell, c'est le programme à l'interne qui va prendre les commandes, qui va trouver quoi exécuter, puis qui va prendre le résultat, puis qui va envoyer ça au terminal pour l'afficher. Fait qu'on a comme la grosse boîte qui est le terminal. Dans le terminal, il y a un shell qui est exécuté. Puis quand moi je rentre des commandes, c'est le shell qui exécute ces commandes. Ici, on a une question sur est-ce que je parle de Windows Terminal. Ça existe aussi sur Mac. Donc, en fait, je suis sur Mac en ce moment. Puis sur Mac, tu n'as pas besoin de rien installer, ça vient tout seul avec. Tu as une application de terminal qui est disponible par défaut, puis qui a déjà tous les éléments qui sont disponibles qu'on a besoin pour le cours. Donc, on a notre application de terminal, on a le shell qui est
qui va me permettre d'interpréter puis d'exécuter les commandes que j'y donne. Fait que le principe, c'est que je peux taper des choses, puis quand je pèse sur Enter, ça va prendre la commande, puis ça va essayer de l'exécuter. Donc ici, quand j'ai tapé des choses qui étaient complètement aléatoires, ben, ça me donne un message d'erreur, puis ça me dit que la commande n'a pas été trouvée. On peut voir après que ça revient là. On a une nouvelle invite de commande. Donc, le principe de la ligne de commande, c'est d'être capable de recevoir des commandes, de les exécuter, puis de me redonner le contrôle pour que je sois capable d'exécuter une autre commande par la suite. Donc, j'ai la possibilité d'écrire un paquet de commandes ici, de les exécuter un après l'autre pour faire différentes actions avec mon système. Il y a un élément important là, où c'est que quand tu travailles avec des environnements qui sont basés sur Linux ou Unix, comme Linux ou macOS, il existe deux types d'utilisateurs. Il y a l'utilisateur normal, qui est ce qu'on veut être la majorité du temps. C'est comme ça qu'on va travailler pour tous les cours. Puis, on sait qu'on est un utilisateur normal quand on a le petit symbole de dollar à la fin de notre petit terminal. Donc ça me dit, tu es un utilisateur normal, les commandes que tu roules, c'est rouler en tant qu'utilisateur normal. Ça veut dire que si j'essaie, mettons, de tout déliter, là, ça ne me laissera pas faire par défaut. Je n'aurai pas les permissions. Par contre, si on utilise des commandes spéciales, là, ici, je vais faire quelque chose, je n'expliquerai pas pourquoi, là, je veux juste montrer le résultat. On peut voir ici que j'ai fait une commande spéciale qui fait en sorte que le dernier symbole, là, donc ce qu'on appelle l'invite, puis après ça, moi j'ai mon curseur qui est disponible. Le dernier symbole, c'est le hashtag, le dièse, qui va représenter que je ne suis pas un utilisateur normal, je suis ce qu'on appelle le super utilisateur, puis ça a un nom spécial, c'est l'utilisateur root, comme racine, R-O-O-T. Donc, on peut voir ici qu'en fait, le nom a été indiqué de l'utilisateur, donc c'est root. Puis cet utilisateur-là a tous les droits. Donc, je vais vouloir faire attention, je ne vais jamais en fait vouloir travailler avec cet utilisateur root-là, ce super utilisateur-là. Parce que si je fais une faute, si je fais une gaffe, ça se peut que je cause des bris sur la machine, sur le système, parce que si je décide de commencer à tout déliter les fichiers, lui, il ne m'arrêtera pas. Donc, pour l'instant, nous, on va vouloir travailler avec un utilisateur qui est normal, qui a le petit signe de dollar à la fin. On va voir que quand on travaille avec la ligne de commande, la souris n'a pas les mêmes actions que d'habitude. Donc, on peut voir que quand je suis sur l'invite de commande, je peux taper, je peux voir l'invite qui avance, puis je peux continuer. Si je veux revenir en arrière, malheureusement, la souris ne me permet pas de bouger le curseur, là, comme on aurait, mettons, dans Word. Donc, on va être obligé d'utiliser les flèches sur nos claviers, là. Donc ici, j'utilise la flèche de droite, la flèche de gauche pour être capable de déplacer le curseur à l'intérieur de mon invite de commande. Je ne peux pas utiliser la souris. Je vais quand même être capable d'utiliser la souris pour être capable de copier-coller des informations, là, mais je ne pourrais pas faire un déplacement de curseur à l'intérieur avec la souris. Donc, faire attention, la souris n'a pas les mêmes actions quand on travaille avec un terminal. Donc ici, Sergio demande, quand tu l'ouvres sur Windows, est-ce que c'est différent? Si tu installes WSL, puis qu'une fois que tu as installé WSL, tu vas pouvoir être capable, donc dans WSL, là, avec WSL puis avec le Windows Terminal, il va falloir que tu partes ce qu'on appelle une distribution de Linux là, qui s'appelle Ubuntu. Puis si on regarde ici, là, les terminaux, même de Windows Terminal, ont le signe normal. Si tu as le PowerShell ou l'invite de commande normale, ça ici, ce n'est pas l'environnement que nous, on va utiliser.
C'est un environnement qui est propre à Windows, puis qui est euh, moins efficace, puis que sur les ordinateurs de performance, c'est habituellement pas Windows qui est installé, fait que c'est pas ça que nous, on va apprendre dans le cours. Excusez-moi, Oui, si on parle, je n'ai pas bien compris, je suis mélangé un peu. Si on parle de terminal et shell, est-ce qu'on parle de Windows ou on parle de Linux? mhm. Donc, quand on parle du terminal et du shell, tous les systèmes d'exploitation ont ces deux éléments-là. OK? Le principe, c'est que les différents systèmes d'exploitation vont avoir différentes applications de terminal, puis différents shells à l'intérieur. OK? Là, quand on parle, c'est que nous, le shell qu'on veut installer, OK, qui va être Bash ultimement, a besoin d'un sous-système de Windows. Pardon, d'un sous-système de Linux, OK, qu'il faut installer d'avance. OK? Une fois que lui est installé, OK, on va pouvoir y accéder à travers un terminal. Puis là, le terminal va être une application spécialisée dépendamment du système d'exploitation. Donc, sur Windows, pour avoir accès à Bash qui a été installé avec WSL, tu peux utiliser le Windows Terminal. Si on est sur, mettons, macOS ou Linux, tu peux directement partir une application qui s'appelle Terminal, puis ça va ouvrir une session du shell Bash. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'ouvrir une shell bash dans le Linux. Il est déjà Tu as juste besoin d'ouvrir un terminal quelconque, puis tu vas déjà avoir le shell avec Bash. OK, merci, j'ai bien compris. Merci. Excellent. Sergio demande comment est-ce qu'on accède au terminal. Donc ici, le lien que j'ai envoyé de Windows Terminal, c'est quelque chose qu'il faut télécharger du Windows Store pour être capable de l'avoir de disponible. Donc, c'est avec les liens que je vous ai envoyés. Puis ça devient le terminal de Windows, il va être dans ton menu démarrer, là, comme n'importe quelle autre application par la suite. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. All right. Donc, on va commencer avec un peu de connaissances sur comment est-ce que ça fonctionne, OK, le shell. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'on est capable de faire, à quel moment, qu'est-ce que ça l'implique. Donc, quand on travaille avec des fichiers, hein, quand on travaille avec des fichiers sur un ordinateur, on est habitué, OK, au principe d'arborescence de fichiers, au principe d'organisation de fichiers. Donc, si je te demande d'aller sur ton disque, ça va être le C, programme. File, OK, Visual Studio, bin, puis là, il y a plein de sous-dossiers. Fait que le principe d'organisation par dossier, c'est quelque chose qui a aussi de l'importance à l'intérieur du shell. Le principe, c'est que quand je suis en train de taper mes différentes commandes, les commandes sont exécutées à l'intérieur d'un dossier spécifique. Donc, quand je travaille avec le shell, les commandes que je tape, ils sont exécutées dans un dossier, puis je vais pouvoir aussi me promener de dossier en dossier. Donc, ici, j'ai le principe là, que c'est comme si on peut voir l'arborescence du système. Là. Puis, quand je suis dans un shell quelconque, je me situe toujours dans un dossier spécifique. Puis là, moi, je vais pouvoir bouger puis aller dans un sous-dossier ou aller à un dossier parent avec différentes commandes. Hein, donc, le principe du shell, c'est toujours que je n'ai pas de souris, je n'ai pas d'environnement graphique pour être capable de travailler. Je vais devoir utiliser les commandes pour être capable de me déplacer, pour être capable de vouloir, si mettons, je veux faire des commandes à tel endroit, il va falloir que je me déplace à cet endroit-là avec d'autres commandes, puis que je sois capable de, une fois que je suis rendu, rouler les commandes que je veux. Donc, deuxième chose qui est importante de comprendre, puis on va revenir un petit peu là-dessus tantôt, quand on travaille avec des systèmes Linux ou Unix,
c'est que l'arborescence des fichiers est un petit peu différente que Windows. On a quand même le principe de dossier, de sous-dossier, tout ça, c'est encore disponible. Mais la racine, okay, le top de pas de dossier, là, le top dossier parent, c'est pas une lettre avec un 2 points. Quand on est sur Windows, là, on peut aller sur C2 points, puis en haut de C2 points, il n'y a pas rien. Là. Il y a peut-être d'autres lettres. Quand on est sur Linux, le top, c'est juste un slash tout seul. Okay, comme il est démontré ici. Donc, le top de l'ordinateur, c'est le slash tout seul. Puis après ça, il y a différents sous-dossiers après le slash. Fait que là, ici, on peut voir qu'il y a un dossier bin, il y a un dossier boot, il y a un dossier dev, il y a un dossier etc, il y a un dossier home, puis dans le dossier home, on voit qu'il y a des sous-dossiers, hein, et ainsi de suite. Mais le principe, c'est que tu ne commences pas par une lettre, tu vas commencer avec un slash. Fait que là, la première question qu'on peut se poser, c'est OK, tu me dis que le shell s'exécute dans un dossier spécifique. La question, c'est quand tu pars le shell, quand tu le démarres, là, il est où ce shell-là? Hein? Il est en train de s'exécuter dans quel dossier? Fait que ça va nous permettre de regarder notre première commande du shell, qui est le PWD. Donc, PWD, en fait, c'est un sigle en anglais pour Print Working Directory. Donc, quand j'exécute la commande PWD, donc j'écris PWD, je paye sur Enter, puis ça me donne un chemin. Okay? Donc, je suis dans quel dossier en ce moment? Donc, je peux voir en ce moment que je suis dans le dossier Home à partir de la racine, à partir, c'est comme C2 points, c'est ici. Là. Le premier slash, c'est comme le C2 points. J'ai le dossier qui s'appelle Home, puis j'ai un autre sous-dossier qui s'appelle Dolen. C'est mon nom d'utilisateur pour cet ordi-là. Donc, je suis dans /home/Dolen. On va voir que dans ce dossier-là, il existe une panoplie de choses. Hein, donc, on va avoir différentes commandes pour différentes actions. PWD, ça me permet de voir c'est quoi le contenu. En fait, le chemin de où je suis en ce moment. Une deuxième commande qui va être très utile, ça va être ls. Donc, ls va me permettre de faire une liste. Okay, donc, ls pour liste de tous les différents dossiers, tous les différents fichiers de l'endroit où je suis en ce moment. Donc, on peut voir ici qu'il y a un paquet, okay, je fais plein de petits tests dans ce dossier-là, il y a un paquet d'éléments, okay? Puis, il y a même des éléments à l'intérieur qui vont être des dossiers dans lesquels je vais pouvoir okay, me déplacer si je veux. Fait que, on est capable de voir où je suis avec PWD et on est capable de voir okay, quels sont les éléments de mon emplacement courant avec ls. Si je veux me déplacer dans l'arborescence, hein, donc je suis à cet endroit-là en ce moment, je veux remonter ou je veux aller dans un sous-dossier. Comment est-ce que je suis capable de faire ça? Bien, ça va être une autre commande. Hein, donc, le principe ici, c'est qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose dans le shell avec mon terminal, je vais utiliser des commandes. Donc, pwd, ls, pour être capable de changer de répertoire, hein, pour aller dans un autre dossier, on va utiliser la commande cd pour change directory. Donc, cd va me permettre d'indiquer je veux aller dans tel sous-dossier. Donc, si je donne un exemple ici, je peux faire un cd, puis je peux aller dans le dossier Pictures. Puis à ce point-là, si je fais le PWD, je peux voir que je suis maintenant, hein, j'étais dans le Home Dolen, ben maintenant je suis dans Home Dolen Pictures. J'ai descendu, c'est comme si je suis dans l'explorateur, c'est comme si j'avais double-cliqué sur le dossier, puis que je suis maintenant à l'intérieur. Si je fais un ls, il n'affiche rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce dossier-là, il n'y avait juste rien.
OK? Donc, ça ne m'a pas donné d'erreur, ça a fait ce que ça devait faire. Ça m'a fait une liste de tous les éléments du dossier. Il n'y a rien dedans. Fait que je suis capable de me déplacer, OK, à l'intérieur de mon environnement. Ici, on est aussi capable de se déplacer, OK, avec un chemin complet. Donc, si, admettons, je veux revenir où c'est que j'étais, je pourrais aller, admettons, dans le /home. Donc, ici, je peux utiliser ce qu'on appelle un chemin absolu. C'est comme si je marquais C2 points, blablabla. Puis, je peux aller voir c'est quoi les différents dossiers qu'il y a à l'intérieur de /home. Hein? Ben, je savais déjà qu'on avait le Dolan qui était là. Ben, je peux voir qu'il y a un deuxième dossier qui s'appelle Joe. Si je veux revenir, je peux repartir toujours avec le chemin complet. OK? Puis, je suis revenu où j'étais, dans mon Home Dolan. Si je refais un ls, je peux voir ici tous les mêmes fichiers que j'avais tantôt. Par contre, de devoir écrire au complet tous les éléments, des fois, c'est fastidieux. Tu sais, si je m'en vais, mettons, dans un autre dossier, comme public, puis, OK, je regarde, il n'y a rien. Là, je veux revenir où c'est que j'étais. Fait que je veux remonter d'un dossier. Ben, je peux utiliser des notations spéciales. OK? Donc, il existe deux notations spéciales. La première qui va nous importer pour nous, ça va être le double point. Donc, le double point représente le dossier parent. Donc, en ce moment, hein, je suis dans le dossier public, qui lui est dans le dossier Dolan, qui lui est dans le dossier Home. Fait que si je dis CD pour Change Directory, puis j'ai dit va dans le dossier parent, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va sortir de public, puis il va revenir dans mon dossier parent. Si je remonte encore avec mon CD point, je suis rendu dans le Home. Si je remonte encore avec mon point, je reviens juste dans le / tout seul. OK? Donc, les deux points représentent le dossier parent. On va aussi avoir juste le point tout seul qui va représenter le dossier courant. Pour l'instant, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, là, mais on va revenir pour être capable de l'utiliser correctement par la suite. Il va nous rester une dernière possibilité qui va être le moins. Le moins revient d'où tu viens. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement le parent. Ça va revenir du dernier dossier dans lequel j'étais. Donc, avant d'être dans le /, j'étais dans Home. Ben, en faisant CD-, je reviens dans le Home. C'est comme le back dans l'explorateur de Windows. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, je peux, comme j'ai dit, Sergio, le principe ici, c'est qu'il va falloir avoir un environnement qui travaille avec Bash. Si tu fais juste ouvrir le PowerShell ou l'invite de commande de Windows, il y a juste 20% des commandes qu'on va voir aujourd'hui qui vont fonctionner. C'est pour ça qu'il faut avoir un environnement sur Linux pour être capable de bien suivre le restant du cours. On va avoir deux versions possibles des chemins. Donc, soit que je tape au complet le chemin à partir de la racine, comme je l'ai fait ici, ou sinon, je peux utiliser ce qu'on appelle un chemin relatif. Hein, donc, je suis en ce moment dans Home. En ce moment, j'ai Dolan, fait que je peux aller dans Dolan, puis je peux aller descendre tout de suite, OK? Pas besoin d'intermédiaire, aller dans le prochain qui serait, mettons, Pictures ou Public qu'on avait vu tantôt. Fait que, avec ça, je peux descendre de plusieurs dossiers d'une manière rapide et conviviale. Sachez aussi que l'environnement du shell
a des connaissances de son emplacement. Ça veut dire qu'il va pouvoir nous aider avec de l'autocomplétion, si on veut. Fait que si je reviens, on va faire un petit clear pour avoir plus de place dans notre fenêtre. Donc, je suis dans mon dossier /home/Dolun. Quand je fais un ls, je peux voir une panoplie de différents fichiers et dossiers. Si je veux aller dans mon picture, j'ai juste marqué PIC, mais quand j'ai assez d'éléments, je peux peser sur la touche d'autocomplétion qui est le tab, qu'est-ce qui est à gauche de ton Q, la lettre Q. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va compléter le restant par rapport à ce qui est disponible. Donc, il n'y avait pas rien qui commençait par PIC dans le dossier. Donc, lui, il a été capable de voir que c'était Pictures. Si je ne donne pas assez d'informations, comme juste un P majuscule, quand je vais peser, il va me donner une liste des options possibles. Donc là, je peux savoir que j'avais public ou pictures, fait que je peux décider de prendre public. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Parfait. Il nous reste un dernier qui est possible. Donc, le dossier de l'utilisateur, un peu comme tes documents là, sur Windows, ça va toujours être dans le home / ton nom d'utilisateur. Donc, en fait, c'est le même principe sous Windows. Tu as le C:\users ou utilisateur, dépendamment si Windows est en français. Puis après ça, tu as le nom de ton dossier à toi. C'est le même principe sur Linux. Puis, pour s'éviter d'avoir à trop souvent réécrire ce dossier-là, qui est ton dossier où c'est que toi, tes documents vont être, la majorité du temps, on peut utiliser un raccourci. Puis le raccourci, ça va être le tilde. Donc, si j'écris tilde, c'est la même chose que /home/ ton nom d'utilisateur à toi, avec lequel tu t'es connecté. Fait que ça veut dire que si je suis n'importe où, donc je suis dans un autre dossier quelconque, avec plein de stock dedans, là, donc je suis dans /etc. Si je fais un cd tilde, lui, il va me rapporter dans mon /home/ nom d'utilisateur. On peut aussi voir en fait que la majorité des invites de commandes là, ont comme des informations, puis l'information souvent va te dire t'es où. C'est quoi le nom du dossier dans lequel tu es en ce moment. Je peux voir que quand j'étais dans /etc, ça me le disait. Puis quand je suis dans mon dossier d'utilisateur, on peut voir qu'en fait, ça le remplace par le tilde. Parce que le tilde représente ton dossier d'utilisateur. Là, si je descends dans un autre sous-dossier, je peux voir que je suis dans tilde, qui veut donc dire /home/ Dolun /picture. OK. C'est bon de ce côté-là. Fait qu'on est capable de se déplacer à l'intérieur de nos dossiers. Prochaine chose qu'on va vouloir faire, c'est avoir un petit peu plus d'impact sur qu'est-ce que je veux regarder là, dans mes différents dossiers. Donc, on va aller regarder 3 commandes différentes qui vont être ls, qu'on a vu avec les listes. On va voir qu'on peut avoir des options spéciales avec ls. On va voir less qui va me permettre de voir des fichiers texte qui sont disponibles. Puis, on va avoir la commande file qui va me permettre de voir quel type de fichier j'ai. Fait qu'on vient tout juste de voir la commande ls par défaut. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand on travaille avec des commandes sous Linux, on va avoir la commande, puis après, quand j'invoque une commande, je vais pouvoir y donner
des informations additionnelles. Okay? Un peu comme des paramètres d'une fonction. Hein, je peux avoir une fonction que j'appelle tout seul, ou sinon je peux avoir une fonction qui a différents paramètres, différentes options, différentes informations qui vont me permettre de mieux contrôler le résultat de cette fonction-là. Donc, ls est capable de travailler tout seul, mais est aussi capable de travailler avec des paramètres ou des options. Donc, ls est capable de prendre comme option ou comme paramètre le nom du dossier que tu veux avoir comme listing. Donc, par défaut, si je ne donne pas d'option, ça va juste me donner le dossier courant, hein, le Working Directory. Si je veux avoir un autre dossier, ben, je peux faire ls, puis je peux lui dire, dis-moi c'est quoi le listing, hein, dis-moi c'est quoi la liste de fichiers dans tel dossier. Donc, je peux voir ici, je n'ai pas changé de dossier, j'étais dans Home Dollin, et j'ai dit, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans Home. Puis je peux voir qu'on a deux dossiers à l'intérieur de Home, qui est Dollin et Joe. Je peux faire la même chose avec d'autres dossiers. Donc, si je m'envoie dans Bin, okay, on peut voir que dans Bin, il y a un paquet de choses. On ne sait pas trop c'est quoi, c'est pas trop important. Mais le ls permet d'aller regarder dans des dossiers spécifiques si je lui donne le chemin dans lequel il faut qu'il aille regarder. Fait que ça, c'est le paramètre de ls. Entre la commande et le paramètre, on va aussi pouvoir donner des options souvent. Donc, avec ls, on a une option disponible qui est l'option L. Donc, les options vont avoir des tirets à l'avant. Donc, quand je fais ls-l, ça me donne ce qu'on appelle l'option long. Donc, l'option long, okay, donc je fais ls-l, j'étais dans mon dossier d'utilisateur, home/Dollin. Puis, à l'intérieur, on peut voir que tous les fichiers qui étaient là tantôt, ils sont là, mais on a comme un paquet d'informations pour chacun des fichiers. Donc, on peut voir ici que l'option longue a mis la même information, chacun des fichiers et dossiers qui est dans le dossier courant, mais qui a des informations connexes de ces fichiers-là. Fait que on est aussi capable d'avoir, donc si je m'en vais ici dans, mettons je fais ls pictures, hein, on peut voir qu'il n'y a rien. Si je fais ls-l dans pictures, okay, on peut voir ici qu'il y a un total de 0 éléments. Il existe d'autres options avec le ls qui pourrait être le "-a" à place du L. Donc, le "-a", lui, va démontrer tous les fichiers. Hein, donc, si on compare avec ls, ça c'était ls. Puis, si on fait ls-a, on peut voir que c'est très semblable entre les deux. Mais si on regarde avec un petit peu plus d'attention, le ls-a a des éléments additionnels qui sont à l'intérieur. Donc, ici, le principe, c'est que sous Linux, n'importe quel fichier ou dossier qui commence par un point est un fichier qui, par défaut, va être caché. Okay? Donc, qui ne sera pas visible avec les actions normales. Donc, habituellement, c'est des fichiers de configuration ou des fichiers temporaires, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas vraiment important de voir dans la vie de tous les jours. Fait qu'on est capable d'avoir un point à l'avant pour indiquer que c'est invisible. On a aussi le point puis le double point là, qui est disponible. Donc, lui qui représente le dossier courant, lui qui représente le dossier parent, qui vient avec le "-a". Puis, je peux avoir plusieurs options ensemble. Donc, je peux avoir le ls-l, ls-a, OK? Puis, là, ce que ça va faire, c'est que ça va mélanger les deux. Donc, le L me faisait en sorte que j'avais des informations additionnelles.
Puis le A faisait en sorte que j'avais des fichiers ou dossiers additionnels. Ben, le ls-l et avec -a, ça fait les deux ensemble. Quand on a des options, là, à place d'avoir tout le temps des espaces avec les tirets pour chacun, on peut aussi avoir les deux options collées une à côté de l'autre. Donc, un seul tiret pour dire qu'on a des options. Puis après ça, on a le tiret LA. Parfait. Donc, ici, on a les différents éléments qui nous permettent de voir c'est quoi les différents dossiers. Parfait. Donc, deuxième chose qu'on va regarder, quand on a l'option "-l", donc on peut voir ici qu'on a les différents noms de fichiers, puis dans les noms de fichiers, on a un paquet d'informations. OK? Donc, ça aussi, ça va avoir de l'importance sur Linux, comment lui gère ses fichiers. Donc, le principe, c'est qu'on a, bon, le nom de fichier, on a la dernière modification, OK, fait que ça garde la date de la dernière modification. On a ensuite la taille du fichier, fait que ça, c'est correct. Puis là, après ça, on a les informations qui représentent les droits d'accès du fichier. Donc, comment est-ce que ça fonctionne sur Linux? C'est que chaque fichier va avoir un propriétaire. Donc, quelqu'un qui est le propriétaire du fichier. Donc, on peut voir en ce moment, j'ai moi, mon utilisateur et le propriétaire de la majorité des fichiers. Mais si je m'en vais faire si je m'en vais faire ça dans un autre dossier, je peux voir que dans un autre dossier, ça se peut que ce soit un autre propriétaire pour les différents fichiers. OK? Donc ici, on a deux fois le même mot, c'est que c'est l'utilisateur puis le groupe propriétaire. Nous autres, on ne fera pas trop attention à ça. Juste comprendre qu'il y a un propriétaire de fichier. Fait que quand je fais ls-l, okay, j'ai les propriétaires de fichiers qui est le mien. On a ensuite une série de droits spécifiques par rapport au fichier. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est qu'on a en fait 3 lettres qui peuvent être un R, un W, un X pour 3 types d'accès différents. Donc, on a le premier caractère là, qui va être quelque chose d'autre, on va en jaser dans un instant. Puis après ça, on a RWX, RWX possiblement, RWX possiblement. Puis là, ça va nous dire est-ce qu'il est enablé ou pas. Donc, si c'est un tiret, c'est qu'il n'est pas enablé. Si tu as la lettre, c'est que c'est enablé. Les 3 lettres sont pour le R, c'est pour la lecture. Hein? C'est un peu quand on ouvrait des fichiers. Là. Donc, on a le R qui est pour la lecture, pour le read. On va avoir le W qui est pour le write, pour l'écriture. Puis, on va avoir un dernier qui est le X pour l'exécution. Si j'ai le droit de partir ça comme si c'était un fichier exécutable. Fait que ça, c'est comme nos droits d'accès. Mais en plus de ça, on a 3 différentes sections pour ça. Le principe, c'est qu'on va avoir un pour notre propriétaire, un pour le groupe propriétaire, là, que je disais que c'est la chose qu'on regarde de plus ou moins. Puis le troisième, ça va être pour n'importe qui n'est pas propriétaire. Fait que si je regarde ici dans l'exemple, ça veut dire que le propriétaire a le droit de lire, écrire et exécuter. Puis n'importe qui d'autre va pouvoir le lire, l'exécuter, mais ne pourra pas écrire, ne pourra pas modifier ce fichier-là. Donc, avec le long, on a ces genres d'informations-là qui sont de plus. La majorité du temps, puis un peu comme qu'est-ce qu'on a fait quand on a travaillé sur Python avec les fichiers, on va souvent devoir travailler avec des fichiers
texte. OK? Puis, donc ici, on peut voir, j'ai plein de fichiers texte, OK, qui sont à l'intérieur de mon dossier. Puis, il va falloir que je sois capable d'aller lire le contenu de ces fichiers-là. Donc, on va avoir une autre commande qui va me permettre d'aller lire le contenu de fichiers texte. Donc, je vais avoir la commande less, OK, qui va me permettre d'aller regarder un fichier texte. Puis, le principe ici, c'est que je vais avoir OK, le contenu du fichier texte. Là, on voit que c'est comme un autre complètement interface. Là. OK? Donc, quand j'ai parti le less, j'ai donné quel fichier je voulais aller lire. Puis, à partir de là, lui a pris au complet la fenêtre, puis me permet de me promener en fait dans le fichier. Donc, si je m'en vais dans quelque chose d'un petit peu plus gros, OK. Donc, ici, un dictionnaire des mots francophones, ben, je peux utiliser mes flèches, OK, puis je peux descendre dans OK, le fichier ou utiliser, mettons, l'espace pour faire des sauts de page, et ainsi de suite. Si je veux sortir de ça, je peux utiliser la touche Q OK, pour quit. Il va me remettre dans mon terminal normal. Donc, la commande less, c'est un programme qui va me permettre de visualiser un fichier texte. Fait qu'on a différents contrôles okay, qui vont revenir en fait. À chaque fois que j'ai comme un programme qui a une interface dans le shell qui prend comme toute la place, là, je vais avoir des raccourcis clavier qui vont me permettre de me promener à l'intérieur. Donc, je peux utiliser les flèches ou sinon space ou B pour back qui va revenir. Ou sinon, je peux utiliser aussi des caractères spéciaux comme G majuscule s'en va à la fin. Comme on peut voir ici que j'ai sauté dans les Z, puis je peux voir que c'est marqué end. G minuscule remonte au début. OK? Puis on va même pouvoir faire des recherches. Donc, si je tape le slash, donc tu sais, je bouge, OK? Puis à un moment donné, je veux chercher bonjour. Ben, je peux taper le slash. Je peux voir en bas, là, ça s'est transformé en slash. Puis là, quand je commence à taper, puis que je pèse sur Enter, ça va m'envoyer sur la recherche que j'ai trouvée. Si je fais un slash puis je tape des choses qu'il n'y a pas, ça va marquer Pattern Not Found. Donc, je peux trouver des éléments, mettons que je cherche le mot zon, puis je pogne le prochain ZON. OK? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans ce mode de recherche-là, si, mettons, je veux chercher le prochain ZON, ben, ce que je peux faire, c'est utiliser les raccourcis N pour aller au prochain. Donc, N comme next. Donc, je paye sur la touche N, ça m'envoie sur le prochain ZON qu'il a trouvé. OK, je peux même faire ici, je peux même faire N ou Shift N pour revenir en arrière. Donc, N ou Shift N, OK, pour aller trouver ce que j'ai besoin. Quand j'ai fini, ben, si je veux savoir plus d'informations, je peux toujours payer sur H qui me donne OK, un aide sur toutes les commandes possibles que je peux faire à l'intérieur de ce programme-là. OK? Donc, ça m'aide pour trouver toutes les options. Quand j'ai terminé, je peux peser sur le Q pour quit, qui me retourne à mon shell principal pour être capable de travailler avec mon environnement. Dernière commande de la journée. Donc, souvent, je ne vais pas savoir d'avance c'est quoi le type de fichier avec lequel je suis en train de travailler. Surtout parce que sur Linux, contrairement à Windows, on utilise beaucoup moins les extensions. Tu sais, le .txt, le .ppt, le .docx. On utilise beaucoup moins ça. Il y a beaucoup de fichiers texte
qui n'ont juste pas d'extension. Donc, souvent, on veut voir c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, mais des fois, c'est pas du texte. Fait qu'on ne sait pas trop c'est quoi le genre de fichier. Fait que j'ai une commande qui va permettre de regarder le fichier puis d'essayer de savoir c'est quoi le type de fichier derrière. Donc, la commande s'appelle file. Donc, file va prendre comme paramètre, comme option, le nom du fichier que je veux tester. Fait que si je reprends mon fichier new hello de tantôt, ça va me dire que c'est un fichier texte. Si j'essaye avec une image, OK, ben lui, il va essayer de détecter, il voit, OK, ben c'est une image PNG, voici la taille, voici d'autres méta-informations que j'ai pu découvrir avec ça. Donc, la fonction file va me permettre de détecter est-ce que c'est un fichier texte, est-ce que c'est un fichier, un exécutable, est-ce que, ici, mettons, on va se dire, c'est un archive compressée, on va en jaser de ça plus tard. Donc, ça me permet de savoir sans ouvrir l'élément, parce que qu'est-ce qui est pas super, c'est que si j'essaie d'ouvrir quelque chose qui n'est pas un fichier texte, ben, oups, je veux avoir quelque chose qui n'est pas un fichier texte comme mon image. OK, à l'intérieur, il n'est pas capable, OK, de voir le contenu, puis il va me donner des choses un petit peu loufoques. Mettons que... c'est quelque chose qui est vraiment pas une image. Attends, on va aller... Quand j'essaie d'ouvrir quelque chose qui n'est pas du texte, OK, ça me donne du grabuge. OK, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait des choses bizarres. Donc, en plus, ça m'avait averti, là. OK? Fait qu'avec File, on peut savoir c'est quoi les différents éléments, OK, qui sont derrière. Parfait. Ça, c'est pas intéressant pour nous. Puis, je pense que ça va être le tout de qu'est-ce qu'on voulait faire pour aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, c'est un petit peu plus court parce que je veux m'assurer que tout le monde soit capable d'avoir leurs différents environnements. Puis, si je commence à vous passer un après l'autre, ce qui est très possible, je vais avoir assez de temps pour passer tout le monde avant le prochain cours. Donc, c'était notre première petite introduction au terminal, à l'environnement du shell. Aujourd'hui, vous pouvez, premièrement, je veux que vous assurez d'avoir un environnement shell de Linux qui est disponible. OK? Fait qu'il faut être capable d'avoir des commandes comme less, des commandes comme pwd, OK, qui sont fonctionnelles. Une fois, si vous avez ça, vous êtes bon pour la soirée. Vous avez aussi le devoir à compléter. Donc, je vais aussi rester durant tout le restant de la période. Si vous avez des questions pour le devoir qui est à remettre avant la fin de la semaine. Excellent. Le devoir, c'est pour lundi prochain? Non, c'est pour vendredi. Vendredi, Le ok. 8 mai. C'est Attends, dimanche, c'est moi qui ai mal dit la date. Dimanche? Dimanche. Il me semble que j'ai dit 8 mai. Attends, laisse-moi confirmer pour être certain que... Oui, le 8 mai, c'est dimanche. Donc, dimanche, c'est la dernière journée pour remettre. Parfait. Non, on a un autre devoir. Ben, il va y en avoir un autre qui s'en vient par la suite. OK, mais là, on est encore en train de travailler sur ça là, de Python, là, que je vous avais donné il y a une semaine et demie. Ah, OK. Je pense qu'il y a une autre cette semaine. Non, 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 pas tout de suite. On va avoir quelques cours. Une fois qu'on va avoir des connaissances du shell, on va avoir un deuxième devoir. Merci. Merci. Excellent.